Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Pour se protéger des prédateurs, le champignon Anus est capable d'expulser sa fumerole putride avec une puissance prodigieuse. Priorité au direct, nous interrompons votre programme. Le Premier ministre Édouard Philippe est sur le point de faire une allocution concernant le confinement. Selon nos sources proches de Matignon, on peut s'attendre à des déclarations fortes et à des annonces particulièrement impactantes pour la suite des événements. On l'écoute tout de suite. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles. Je vous rappelle que nous sommes ensemble pour cette édition spéciale coronavirus jusqu'à demain matin. On se retrouve tout de suite pour décrypter ces annonces particulièrement fortes avec notre panel d'experts spécialistes en annonces particulièrement fortes. Bon, ben voilà, on est toujours là, ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'on est confinés et... je veux pas spoiler, mais c'est pas terminé. Moi, je suis toujours en télétravail, comme vous pouvez le constater. Ce que je vous propose aujourd'hui, comme je vous l'avais promis il y a 2 semaines, c'est de répondre à un certain nombre de questions, comme par exemple celles que vous avez le plus posées ou celles qui m'ont semblé le plus pertinentes, et des fois, c'était les mêmes. Allez, c'est parti. Je fais quoi si j'ai l'impression d'être malade ? Alors, déjà, il y a un site qui a été mis en ligne, sur lequel vous pouvez aller si vous avez l'impression d'être malade, et qui vous donne la conduite à tenir. Je vous mets le lien dans la description. Mais de base, ce que vous pouvez vous dire d'emblée, c'est que ça va se passer au téléphone. Que vous ayez besoin d'un renseignement avec le numéro vert qui a été mis en place, que vous ayez besoin d'une téléconsultation avec votre médecin, ou que vous ayez besoin d'appeler le 15 parce que ça va pas, ou parce que vous n'êtes pas sûr qu'il faut que vous alliez aux urgences, de toute façon, ne vous déplacez pas, téléphonez. Donc sortez pas comme ça, et puis, alors petit truc à part, mais qui est important quand même, prenez pas n'importe quel médicament qui traîne chez vous dans votre boîte à pharmacie. On sait par exemple maintenant que les anti-inflammatoires, ça a tendance à aggraver les choses. Donc si vous êtes malade, appelez votre médecin ou le numéro vert dans un premier temps. Ou appelez le 15 si vous avez des signes de souffrance respiratoire. Alors vous attendez pas à ce qu'on vous fasse un test de dépistage, sauf dans des cas très précis, genre si vous êtes une personne particulièrement vulnérable, ou si on a l'impression que vous développez une forme grave, ou que vous êtes personnel de santé, etc. Mais sinon, la façon dont ça va se passer, c'est juste, au téléphone, le médecin va recueillir les informations en fonction des signes que vous lui décrivez. Il va dire, ok, ça ressemble quand même beaucoup au Covid-19, donc, dans le doute, restez chez vous. Quarantaine stricte, c'est-à-dire vous ne sortez même pas faire les courses, vous envoyez quelqu'un les faire à votre place. Alors, petit truc, il y a d'autres virus qui tournent en ce moment, qui peuvent donner des signes qui ressemblent un petit peu, donc si ça se trouve, bah, vous allez être en quarantaine chez vous, mais vous n'avez pas vraiment le coronavirus, ça peut être un autre virus. Bon, c'est pas très important parce que ça change rien, de toute façon, il n'y a pas de traitement, donc c'est juste précaution, restez chez vous. Ce que ça change par contre, c'est pour la suite, faut pas vous imaginer que parce que vous avez été en quarantaine pour suspicion de Covid-19, ça veut dire forcément que vous êtes immunisé. Voilà, on en reparlera plus tard, mais c'est important. Est-ce que c'est vrai qu'on perd le goût et l'odorat ? Bah, au départ, et même jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, on considérait que c'était pas un signe spécifique de Covid-19. Mais quand même, il y a eu pas mal de gens qui ont signalé qu'ils avaient ces signes-là. Donc il y a eu des études qui ont été faites, notamment à l'initiative des ORL français, d'ailleurs. Et on pense de plus en plus qu'une perte brutale d'odorat et de goût, hein, les deux vont ensemble, qui n'est pas lié à un nez complètement bouché, des voies respiratoires complètement prises, parce que sinon, perdre l'odorat et le goût, c'est normal. Perte brutale de goût et d'odorat avec nez pas complètement bouché, machin, etc. Oui, c'est plutôt un signe en faveur de Covid-19. Pour préciser les choses, il y a une étude européenne qui est en cours. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que chez les patients qui ont guéri, dans l'immense majorité des cas, ça revient. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais ça revient. Est-ce que les chiens et les chats peuvent transmettre le virus ? Alors, la réponse à cette question-là, elle est un tout petit peu plus complexe que oui ou non. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que dans l'état actuel des choses, le virus, on ne peut pas le transmettre aux chiens et aux chats, donc ils ne peuvent pas être malades du virus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le virus, il peut survivre un certain nombre de temps sur un certain nombre de matières. Je vais vous remettre un lien dans la description pour que vous fassiez une idée. Du coup, un chien, un chat qui se fait tousser dessus, par exemple, il peut avoir du virus sur lui, et si après vous le papouillez, que vous mettez la main sur votre visage, etc., vous pouvez choper le virus par l'intermédiaire du chien ou du chat.
A priori, c'est des choses qui sont rares, puisque la transmission, dans l'immense majorité des cas, c'est transmission directe, mais quand même, il y a un risque. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On adopte avec les chiens et les chats les mêmes gestes barrières qu'avec tout un chacun, c'est-à-dire qu'on leur tousse pas dessus, on leur éternue pas dessus, on fait ça dans son coude, hein, comme d'habitude, on leur serre pas la patte pour leur dire bonjour, on les papouille pas en se tripotant le visage après, et puis on les embrasse pas non plus, hein, surtout avec la langue, de toute façon c'est dégueulasse, hein, je vous rappelle que leur langue c'est quand même leur gant de toilette, hein, donc ils lavent des trucs avec ça, vous avez pas envie d'avoir ça dans la bouche. Donc, gestes barrières, classique, habituel avec les animaux. Pourquoi on fait pas des tests à tout le monde? Alors c'est vrai que l'OMS encourage vivement tous les pays à faire des dépistages massifs. Dans les pays où ça se fait, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Alors pourquoi est-ce que nous, on réserve ça aux cas graves, aux personnes vulnérables, au personnel de santé, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à tout le monde? C'est bête, comme tout, c'est juste qu'on n'a pas assez de tests pour dépister tout le monde, voilà. Ça va changer bientôt, mais ça on va en reparler après. Est-ce que les tests sont fiables? Alors, c'est vrai qu'il y a la question de la fiabilité des tests qui se pose parce qu'il y a plusieurs cas dans lesquels des personnes ont été testées négatives et finalement il s'avérait qu'elles étaient infectées. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que si on est testé positif, c'est fiable quasi à 100%. Par contre, si on est testé négatif, là c'est moins sûr, on parle de 60% de fiabilité. Et puis, il y a plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles c'est pas fiable dans les cas négatifs. Il y en a qui pensent que certains patients infectés n'excrètent pas de virus, donc on n'en retrouve pas au niveau des prélèvements. C'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, mais en tout cas elle est avancée. Il y en a d'autres de façon plus pragmatique qui disent que le prélèvement, dans les cas des faux négatifs, c'est des prélèvements qui sont pas faits assez profondément. Voilà. Du coup, on va pas chercher le virus là où il se passe, parce que c'est pas dans les narines que ça se passe, c'est vraiment plus profond, faut vraiment y aller, hein, si on veut trouver du virus. Dans tous les cas, évidemment, il faut améliorer tout ça, les gens y travaillent, que ce soit au niveau de la technique de prélèvement, des réactifs, etc. En attendant, il y a une option qui est, si vous êtes testé négatif, on refait plusieurs fois le prélèvement pour être sûr. Voilà. Pourquoi on n'utilise pas la chloroquine ? Alors, pour être très factuel, la chloroquine, c'est une molécule qui est utilisée pour fabriquer des médicaments contre le paludisme, mais aussi certaines autres maladies comme le lupus, par exemple. Le fait qu'elle ait possiblement une action sur les coronavirus, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qu'on connaît, mais qui n'a jamais été prouvé chez l'homme. Et là, on a plusieurs pays, et en tout cas en France, notamment un médecin, qui est persuadé que c'est bon, ça fonctionne, il faut y aller, il faut en donner à tout le monde. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Pour pouvoir utiliser un médicament pour une autre raison que celle pour laquelle il a été autorisé au départ, il faut faire des tests, il faut faire des études. Dans le cas de crise, comme en ce moment, il y a des procédures accélérées, il y a des procédures simplifiées d'autorisation temporaire d'utilisation, mais quand même, on fait pas n'importe quoi, il faut faire des vrais tests. Pour savoir, 1, si c'est efficace, et 2, si c'est pas dangereux. Pour que ces études elles soient fiables, il faut qu'elles respectent un certain nombre de règles, de critères, il faut qu'elles respectent une certaine méthodologie. Et là, soyons clairs, l'étude dont on parle, celle du professeur Raoult, elle n'est pas fiable dans la mesure où elle ne respecte pas complètement toutes ces règles-là. Ça veut pas dire que ça marche pas, hein, parce qu'il y a d'autres gens qui se sont penchés sur la question aussi. Ça veut dire que là, pour l'instant, avec ça, on peut pas juger et qu'il faut attendre les résultats d'autres études sur un plus grand nombre de patients avec une méthodologie un petit peu plus carrée que ça pour être sûr. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est efficace. Pour ce qui est d'être dangereux, on a déjà les premiers cas de gens qui ont essayé de se soigner tout seul à la chloroquine et qui ont été hospitalisés pour des problèmes cardiaques. A priori, on a même eu déjà les premiers cas de décès. Donc vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi, on attend les résultats des études et surtout, on ne se prend pas des médicaments tout seul comme ça. On attend que le médecin ait le droit de les prescrire. Est-ce que je dois désinfecter mes courses? Alors, attention. Là, encore une fois, on ne sait pas tout. On apprend les choses au fur et à mesure, donc il faut rester humble et prudent, évidemment. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le virus, il peut survivre plusieurs heures, voire plusieurs jours sur différents types de surfaces. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est forcément contaminant à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a du virus sur la surface, ça ne veut pas dire qu'il y en a assez pour nous infecter. Donc déjà, c'est pas la même chose. Pour l'instant, on pense que passer 3 heures à l'extérieur du corps humain, il peut en rester sur les surfaces, par contre, il est plus contaminant. Donc il risque pas de nous infecter. Deuxième chose, tout désinfecter, ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'il faut faire quand vous rentrez de faire vos courses, première chose,
vous vous lavez les mains. Après, il y a des précautions éventuellement à prendre avec les emballages. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit vous les enlevez, vous les jetez et vous stockez ce que vous avez acheté, vos aliments, etc. comme ça, dans des boîtes. Soit, si vous pouvez pas les retirer pour une raison X ou Y, genre les yaourts, tout ça, vous enlevez le suremballage et l'emballage qui reste, vous passez un coup de chiffon, un coup de sopalin, c'est mieux comme ça, c'est à usage unique, un coup de sopalin humide avec de l'eau tiède dessus. Le vinaigre blanc, ça marche pas sur les virus, ça sert à rien, et désinfecter, ça sert à rien non plus. Voilà, un coup mécaniquement, vous frottez un peu, ça enlève éventuellement les dernières traces de virus et vous pouvez ranger comme ça. Et une fois que vous avez fini, évidemment, vous vous relavez les mains, comme ça vous êtes tranquille, et pendant tout ce temps-là, vous touchez pas votre visage, comme d'habitude. Du coup, on entend dire aussi qu'il faudrait laisser ces courses reposer 3 heures, comme ça après on est sûr qu'elles sont plus contaminantes avant de les ranger. Vous pouvez faire ça si vous avez envie. Par contre, faites pas ça avec les produits frais ou les surgelés, par exemple, parce que vous n'avez sûrement pas envie d'avoir une gastro en ce moment. Non, sûrement pas. Vous avez sûrement rarement envie d'avoir une gastro, mais en ce moment encore moins, et votre médecin a sûrement autre chose à foutre que de s'occuper de votre geyser. Donc. Sinon pour le reste, pour vos aliments, déjà sachez que la cuisson ça tue le virus, donc tout ce qui est cuit, il n'y a pas de souci. Et pour vos fruits et vos légumes crus, vous les lavez juste à l'eau claire, ça suffit. Éventuellement vous les pelez, et voilà, pas de problème. Mais le plus important quand vous manipulez vos courses, juste après de les avoir achetées, c'est les gestes barrières, c'est tout con. Vous vous lavez les mains avant et après, et vous vous touchez pas le visage pendant, et ça ne devrait pas poser de problème. Quand est-ce qu'on peut sortir quand on a été malade ? Et oui, parce que là, la question va commencer à se poser de plus en plus, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été confinés, placés en quarantaine même chez eux, avec des signes évocateurs du Covid-19, et que très heureusement, l'immense majorité en a guéri. Mais du coup, après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour connaître des gens qui ont été dans cette situation, je peux vous dire que la réponse de « à partir de quand on a le droit de ressortir de chez soi », elle est pas si facile que ça à avoir, c'est même très très compliqué. Du coup, j'ai posé directement la question au ministère de la Santé, et pour être très clair, voilà la réponse qu'ils m'ont donnée. Déjà, là on parle de personnes qui ne sont pas des personnes à risque, qui ne sont pas des personnes vulnérables, qui n'ont pas eu une forme grave, puisqu'elles sont restées chez elles, etc. On parle de ce qu'on appelle la population générale. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes quelqu'un de lambda, on va dire, que vous avez eu des signes qui sont évocateurs du Covid-19, que votre médecin vous a dit « restez chez vous, en quarantaine, ne sortez pas », et que ça y est, vous êtes guéri. À partir de quand vous pouvez sortir ? D'abord, il faut que votre médecin au téléphone ait validé le fait que oui, effectivement, vous avez tous les signes de guérison. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a un délai à respecter. Il faut que le début de vos signes, il date d'il y a plus de 8 jours. Après, il faut évidemment que vous n'ayez plus de fièvre, c'est-à-dire que vous prenez votre température 2 fois par jour, alors sans avoir pris de médicaments qui la font baisser, genre du paracétamol, ou alors il y a plus de 12 heures, en tout cas, vous prenez votre température 2 fois par jour, et il faut qu'à chaque fois, elle soit inférieure à 37,8, ça c'est un autre critère. Et puis si vous avez eu une gêne respiratoire, il faut qu'elle ait disparu depuis au moins 48 heures. Donc si vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, vous pouvez passer de quarantaine à confinement, c'est-à-dire que vous vous mettez à respecter les mêmes règles que tous les autres. Vous pouvez sortir chez vous, mais même critères que tout le monde, et puis surtout, même gestes barrières que tout le monde. Par contre, pas besoin de porter un masque. Je rappelle que les masques, c'est essentiellement pour les malades et le personnel soignant. Il n'y en a pas assez, donc on leur laisse. On n'en utilise pas pour nous. Alors, il y en a peut-être qui sont tentés de porter un masque parce qu'ils ont entendu dire que même une fois qu'on est guéri, on reste contagieux pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors c'est vrai qu'il y a eu des études chinoises au début qui ont montré que plusieurs semaines après le début des premiers signes, on peut continuer à excréter du virus, mais c'est un petit peu la même chose qu'avec le temps de contact sur les surfaces. C'est a priori pas suffisamment pour être contaminant, c'est-à-dire on peut excréter du virus, mais pas assez pour infecter quelqu'un d'autre, en tout cas pas si on respecte les gestes barrières classiques. Je vous remets tout ça aussi dans la description, vous pouvez aussi retourner voir les vidéos précédentes que j'ai fait à ce sujet-là. Voilà. Mais en tout cas, gestes barrières pour tout le monde, mais pas de masque. Et est-ce que ça va durer encore longtemps ? Alors, désolé, mais même réponse que dans la vidéo précédente, on ne sait pas.
là, ce qu'on sait, c'est que le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril, et pour le reste, on a des petits indices qui nous permettent de nous imaginer des choses, mais rien de plus. Alors, parmi ces indices, ce qu'on sait, c'est que le conseil scientifique sur lequel le gouvernement s'appuie pour prendre ses décisions, d'emblée, et il l'a répété il n'y a pas longtemps, il a estimé qu'il faudrait au minimum 6 semaines de confinement. Donc, en tout, 6 semaines de confinement depuis le début, ça nous amène à fin avril, début mai. Parallèlement, on a le ministre de l'Éducation nationale qui a annoncé qu'il pensait rouvrir les écoles, les collèges, les lycées, etc. le 4 mai. Alors, évidemment, c'est pour l'instant, il n'est pas médium, il ne sait pas comment ça va évoluer, etc. Mais ça nous donne quand même l'impression que on table sur début mai, hein, c'est-à-dire pas avant quoi qu'il arrive. Il y a aussi un certain nombre de scientifiques qui disent que ça risque d'être un petit peu limite et qu'il faudra peut-être prolonger. On n'en sait rien, on va pas s'imaginer des choses. Pour l'instant, je pense que raisonnablement, on peut se dire fin avril, début mai au mieux, et pour le reste, on attend de voir comment l'épidémie évolue, comment le nombre de cas évolue, si le système hospitalier arrive à tant bien que mal gérer tous les cas. Voilà, on attend et on verra. Comment ça va se passer la fin du confinement ? Là encore, ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie, donc on peut pas vraiment savoir aujourd'hui, et puis surtout, j'ai pas envie de faire de la crise sanitaire fiction, mais un scénario qui est possible, c'est, avant la levée du confinement, on fait des dépistages massifs. Et je dis des dépistages massifs parce qu'en ce moment, il y a 2 types de tests qui sont en train d'être produits à très très grande échelle pour la France. Un qui permet de savoir si on est infecté, c'est-à-dire celui qu'on utilise déjà, mais aussi un autre qui permet de savoir si on a été en contact avec le virus et si on est immunisé. Donc on peut imaginer qu'on va faire ces tests au plus grand nombre de personnes possible et que les infectés, ils vont rester en quarantaine, les immunisés, ils vont pouvoir sortir en continuant à respecter les gestes barrières, évidemment, et les gens qui ont été ni malades ni immunisés, il y aura peut-être une sorte de sortie de confinement progressif. En tout cas, de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain et qu'on va pas retrouver notre vie d'avant directement, ça c'est évident. Attention, évidemment, tout ça c'est juste des suppositions. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, on peut faire que imaginer des trucs. Voilà, alors avant de vous laisser tranquille, ou pas tranquille, parce qu'on n'est pas tous tranquilles, je voulais juste revenir sur 2 ou 3 trucs un petit peu plus généraux au niveau de l'épidémie et du confinement. Alors déjà, c'est vrai qu'on vit une période difficile. En tout cas pour un grand nombre de personnes. On va partir sur un euphémisme. Dans ce genre de situation, c'est assez humain de chercher quelqu'un contre qui diriger sa colère. C'est humain, sauf que ça sert à rien. Ça nous fait pas du bien, en vrai, et surtout, c'est contre-productif. Donc déjà, oui, il y a eu des erreurs de commises. Les gens qui gèrent cette crise, il y a des moments où ils ont merdé. Déjà, il n'y a pas une bonne façon de gérer ce genre de crise. Il y a la façon qui est la plus adaptée au pays dans lequel on se trouve, avec ses ressources, ses particularités, voilà. Donc, il sera temps, une fois que tout sera terminé, que les gens qui savent de quoi ils parlent, c'est important de laisser parler les gens qui savent de quoi ils parlent, que ces gens-là fassent le point, et qui nous expliquent comment mieux faire la prochaine fois, et notamment comment mieux faire pour anticiper, parce que la plupart des problèmes qu'il y a eu, c'est à ce niveau-là. Mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Ouais, bon, on a dit qu'on n'en parlait pas maintenant. Un autre truc, dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, un truc qui est encore plus important que d'habitude, et c'est déjà super important, c'est l'unité. Du coup, ça sert à rien d'aller épier son voisin pour voir s'il fait bien les choses comme il faut. Ça sert à rien d'afficher les gens qui font un jogging dehors. Ça sert à rien de gueuler contre les gens qui vont se promener avec leurs gamins, etc. Déjà, dans la grande majorité des cas, si vous êtes dehors pour les voir, ces gens-là, c'est parce que vous estimez que vous avez une bonne raison d'être dehors. Sauf que eux aussi, ils estiment avoir une bonne raison d'être dehors. Donc, allons pas mettre son nez dans les affaires des autres. Centrons-nous sur nous et sur ce qu'on peut faire. Parce que, en plus de servir à rien, s'énerver comme ça contre les autres, ça a la fâcheuse tendance à plus ou moins inconsciemment valider les petites entorses qu'on a un petit peu envie de faire nous-mêmes. Hein, vous savez, du genre, oui, lui, là, il promène son chien 3 fois par jour, donc moi, je peux bien me faire un petit plaisir, etc. Non. Voilà, donc ce qui est bien, c'est d'être
un peu empathique, un peu bienveillant, et puis surtout de veiller hyper attentivement au respect des consignes par la seule personne qu'on maîtrise plus ou moins, c'est-à-dire nous-mêmes. Ça oui. Ensuite, un autre truc à garder à l'esprit, on ne combat pas une épidémie en cherchant à se protéger soi-même. On combat une épidémie collectivement en adoptant des comportements qui font que le virus circule le moins possible, déjà pour l'empêcher d'atteindre les personnes les plus vulnérables, ensuite pour éviter que le système de santé soit débordé, et à la fin pour faire en sorte que le nombre de cas diminue suffisamment pour que l'épidémie s'éteigne. C'est comme ça que ça marche. Donc on la joue collectif et on respecte les consignes. On va pas chercher plus loin. Et donc là, à ce moment précis, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, l'image a changé. Oui, ma caméra m'a lâché en plein milieu du tournage, donc je finis avec une autre caméra. Voilà, c'était pour un petit interlude technique, on reprend. Oui, donc je disais, puisqu'on est dans le collectif, puisqu'on est dans l'empathie, etc., si vraiment on a envie de se mêler des affaires des autres, on peut penser aux personnes qui sont en difficulté, parce qu'il y en a en ce moment. Ça peut être quelqu'un qui vit mal le confinement, qui vit mal l'épidémie, soit parce que elle gère pas la solitude, soit parce que la maladie, l'angoisse, enfin il peut y avoir plein de raisons à ça. Donc dans ces cas-là, c'est pas mal de prendre des nouvelles, c'est pas mal de se faire des petites discussions, c'est pas mal d'envoyer des messages d'encouragement, ça fait du bien en vrai. Il y a aussi des cas de figure très différents de personnes qui sont en danger chez elles, et pour ça je vous remets dans la description toutes les infos pour avoir la conduite à tenir en cas de violence conjugale ou de violence sur enfant par exemple. Bon voilà, cette fois ça va être terminé pour de bon, juste avant de partir, évidemment une immense pensée, un immense merci à tous les gens qui continuent à travailler en ce moment pour nous sortir de là, ou juste pour qu'on puisse continuer à vivre. Par exemple, les personnes qui travaillent dans des magasins d'alimentation ou dans les magasins qui sont toujours ouverts, comme les pharmacies, etc. Le personnel de nettoyage et d'hygiène, de ménage, de ramassage des déchets, etc. C'est hyper important, surtout en ce moment. Il y a plein d'autres catégories socio-professionnelles comme ça qui sont toujours au boulot pour nous, donc merci à tous. Et puis évidemment le personnel de santé, quel qu'il soit partout, immense bravo, immense merci, on vous remerciera jamais assez. C'est hyper bien que tout le monde applaudisse aux fenêtres à 20h tous les soirs, mais ce que j'espère surtout c'est qu'à la fin de tout ça, on prenne vraiment conscience de qui est indispensable et que ça change la donne pour la suite. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, évidemment. D'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Restez chez vous, mettez-vous bien quand même, et surtout, portez-vous bien.